Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à l'édition de ce vendredi 16 décembre 2022, l'édition de 19 heures que nous démarrons par cette information. Le village d'Atangodo, et là nous sommes dans la commune d'Avranco, département de l'Ouémé, dispose désormais d'une mini-centrale photovoltaïque. Il s'agit d'une infrastructure d'électricité renouvelable réalisée avec l'appui financier du PNUD qui va, in fine, impacter plus de 30 000 habitants dans cette localité. C'est le ministre en charge de l'énergie, Dona Jean-Claude Roussou, qui est allé l'inaugurer ce jeudi. Jeannot Topayon et Estelle Vituedo étaient témoins. La commune d'Avrancourt est l'une des 5 du Bénin à bénéficier de ces mini-centrales voltaïques. Reconnaissant le potentiel solaire qui existe dans cette zone du département de l'Ouémé, le gouvernement mutualise ses efforts pour la réalisation de ce joyau entièrement financé par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Amorcé en octobre 2022, c'est en moins de 5 mois qu'on a réalisé cette infrastructure majeure grâce au soutien du Programme national des Nations Unies pour le développement. Pendant longtemps, nous avons tourné le dos au soleil. Avec le président Talon, on a dit c'est fini l'effet tournesol. C'est pour cela que cette infrastructure va permettre un développement des activités génératrices de revenus de toutes sortes, pour permettre une amélioration des conditions de vie. Je dirais en priorité d'abord des femmes, parce qu'elles sont sollicitées de toutes les façons et elles souffrent beaucoup. 400 systèmes de recharge, une télévision, un réfrigérateur et bien d'autres équipements offerts aux populations. Ce joyau, capable de fournir de l'énergie électrique, avec comme source principale le soleil. Il dispose d'une batterie pouvant assurer l'autonomie pendant plus de 72 heures en faible intensité du soleil. Les autorités de la région s'en réjouissent. Nous sommes reconnaissants de ce qu'il est fait. Il n'y a pas longtemps, c'est encore cette année, nous avons été gratifiés d'un système d'approvisionnement en eau multi-village AFV. Et à l'inauguration, j'ai failli être lynché par les jeunes de Atangodo. Ils ont dit, mais monsieur le maire, c'est vrai que vous avez fait ça. Mais s'il n'y a pas la lumière ici, comment nous allons vous garantir la sécurité? Ça n'a pas fait 2 mois, nous voici ici, vous nous offrons la lumière pour la sécurité. S'inscrivant donc dans la dynamique d'un développement viable, vivable, reproductif et transmissible, le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, a fait du renforcement des capacités énergétiques une activité primordiale. C'est pourquoi je me réjouis de cette initiative et du choix porté sur le département de l'Ouémé pour son lancement. Pour cette zone, pour le moment hors réseau, la mairie se charge de la supervision de cette installation qui se veut fournir des services à coût forfaitaire aux populations. Le PNUD, par la voix de son représentant, rappelle les travaux déjà exécutés ici au Bénin tout en réitérant son engagement à soutenir le pays. 13 mini-centrales photovoltaïques déjà opérationnelles dans le cadre de PANA et de la coopération avec le gouvernement. 8 dans le cadre de PANA et 5 sur fonds propres du gouvernement. 5 mini-centrales solaires nouvellement construites dans le cadre de ce nouvel appui que nous venons de recevoir, dont celles d'Avrancourt sont en attente de mise en service. Celles-ci seront toutes opérationnelles d'ici la fin de l'année, portant le total de nos réalisations à 18 mini-centrales au Bénin. Monsieur le ministre, chers amis, chers frères, le PNUD reste et demeurera un partenaire de choix aux côtés du gouvernement et de votre département ministériel de l'énergie pour continuer à relever ensemble les nombreux défis de développement présents et à venir. Le PNUD veut accompagner le Bénin dans son ambition d'atteindre 100% d'énergie sur toute l'étendue du territoire national. Par ailleurs, le ministre de l'Énergie invite les populations à veiller sur ces installations afin d'éviter tout acte de vandalisme.
Voilà, il faut dire que Grand Popo, la ville côtière de Grand Popo, a accueilli un forum sur le renforcement des capacités des députés et le dialogue politique. C'était du 12 au 16 décembre 2022, une rencontre axée sur l'investissement dans l'agriculture et la sécurité alimentaire pour relever le défi faim zéro au Bénin. Nous y reviendrons au cours de cette édition. Le Bénin, à l'instar d'autres pays africains, a participé au deuxième sommet USA-Afrique qui s'est tenu à Washington. Le clou de ce sommet a été la signature de l'accord régional du MCC d'une valeur de plus de 500 millions de dollars. À la faveur d'une émission spéciale ce jeudi, le bien fondé de ces assises, la participation du Bénin à ce sommet et les retombées ont été décryptées. Voici le compte-rendu. Le Bénin au deuxième sommet États-Unis-Afrique après son échec au deuxième compact du MCA et les efforts de l'actuel gouvernement pour remettre les relations au beau-fixe. Ce sommet est une opportunité pour le Bénin et les débatteurs se réjouissent de la présence du pays à ce rendez-vous. Les Américains savent le rôle qu'ils ont à jouer. J'ai l'impression que ce sommet, c'est celui de la maturité des relations entre les États-Unis et les pays africains. Quand vous regardez ceux qui y ont participé, 49, parmi eux, quand même, pas des plus conseillers possibles. Il y en a venus par push, il y en a qui se maintiennent au pouvoir depuis je sais pas, 5 décennies, 4 décennies. Tout ce monde-là est présent. C'est sûr que le message a pu passer. Le Bénin, malgré ce petit accroc, se maintient bien et puis essaye de tirer profit de cette initiative. À la faveur de ce sommet, une enveloppe de 504 millions de dollars a été annoncée pour la réhabilitation du corridor routier entre le Bénin et le Niger. Selon les invités, c'est une prime à la bonne gouvernance prônée depuis peu par le gouvernement béninois. Nos pays s'imposent eux-mêmes un certain nombre d'exigences qui font qu'à l'arrivée, on n'est plus surpris de les voir à si bonne table. Et tant mieux pour le Bénin. Ça a été dur de perdre l'éligibilité automatique entre le 1 et le 2 au niveau du MCA. Mais c'est encore le Bénin qui a fait sur lui les efforts pour être mieux perçu. Et désormais, le Bénin va de manière plutôt décomplexée parce qu'ayant fait beaucoup par rapport aux questions de gouvernance, aux questions de lutte contre la corruption, et ayant ensuite fait beaucoup par rapport aux facteurs économiques, aux leviers eux-mêmes, notamment la disponibilité de l'énergie, non pas sans le soutien des Américains. Les prises de position du chef de l'État sur la question de l'investissement ont été décryptées dans cette émission. C'est une nouvelle dynamique que le Bénin a amorcée et Patrice Talon s'évertue à la faire comprendre au cours de ses différentes sorties. La pensée du président Talon a beaucoup évolué parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on défendait encore l'investissement dans les infrastructures. Et si le chef de l'État ne l'a pas suffisamment développé au cours de ce forum-là, il n'en est pas moins obsédé par deux lignes directrices s'agissant d'investissement ou d'accès au financement. Et c'est sur les conditions d'accès d'abord au financement. On l'a entendu avec son intervention à Dakar il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, l'État ne peut plus être présent. Moi, j'estime que à partir du moment où on a expérimenté la présence ou l'hyper-présence de l'État, ça nous a donné quoi? La malgouvernance. On a fait le procès de l'État présent à la conférence nationale. Alors, le temps commence à se désolidariser. 30 ans après, lorsqu'on analyse, malgré toutes les lois, malgré toutes les commissions, malgré toute la présence de l'État, c'est toujours la mauvaise gestion. Et nous poursuivons cette édition lors de son discours sur l'état de la nation. Le président de la République, Patrice Talon, a annoncé l'exemption des frais de scolarité aux filles du secondaire. En termes clairs, l'école est gratuite pour les filles jusqu'au second cycle. Cette décision du gouvernement est bien appréciée par les parents d'élèves et par les jeunes filles elles-mêmes concernées. Ils se sont prononcés ici au micro de Amadi Adam.
En date du 8 décembre 2022, face aux députés à l'Assemblée nationale, le chef de l'État Patrice Talon a annoncé dans son discours sur la nation la prise en charge des frais de scolarité des filles de la classe de seconde en terminale. Une décision salvatrice saluée ici à Parakou par les filles de certains établissements. Je suis très heureuse de cette décision que le gouvernement a prise pour nous faciliter l'éducation et la scolarisation pour les jeunes filles. Parfois, nous sortait à cause des frais de, contribution. Souvent, nous sommes dans des classes et on vient nous sortir pour la contribution. On n'arrive pas à suivre les cours. Je vais dire que je suis très contente parce que quand on est en classe, souvent, quand l'administration vient pour les frais de contribution, tout, on se sent gêné. Du coup, je suis très contente. Ça va nous soulager, nous les élèves. L'année passée, j'ai vécu un cas comme ça avec un camarade. Lui, c'est pas manque de moyens. Il a fini par abandonner. Je pense que c'est une décision vraiment à saluer. Parce que les filles étaient vraiment confrontées à de nombreuses difficultés à cause de ces frais-là qu'on leur imposait. Et ainsi, le gouvernement fait la promotion des filles. De cette façon, toutes les filles à l'école ne sera plus qu'un slogan. Donc c'est réel. Les filles auront la possibilité de poursuivre leurs études, tout comme les garçons, et très loin. Quant aux parents d'élèves, cette décision est un ouf de soulagement, surtout en ces périodes de morosité économique qui frappent le monde entier. Je crois que le gouvernement de la rupture, dès son arrivée, très tôt a compris que l'école béninoise a assez de difficultés, assez de problèmes. Donc ces problèmes sont en train d'être réglés à petits coups. Vraiment, nous sommes très contents et nous avons toujours continué à faire la prière pour le gouvernement. Parce que ça, c'est une aide, il nous a aidés. Donc vous voyez que les dépenses, ça a encore diminué. Très bonne décision parce que déjà nous savons que ce n'est pas la seule bonne décision que le gouvernement a eu à prendre ces dernières années. Et du coup, féliciter le gouvernement. La charge a été diminuée. C'est quelque chose que nous attendons de lui. Et il y a longtemps, on est tous contents. Le gouvernement a pris sa décision d'accompagner ses filles. Quant aux parents d'élèves, il leur incombe de prendre des dispositions nécessaires pour que ces actions portent leurs fruits. Si aujourd'hui le papa n'a pas de moyens, les filles sont obligées d'aller faire n'importe quoi. Mais comme maintenant l'État nous a pris en ces charges-là, on est obligé d'encore faire quoi le faut pour que nos filles vont travailler à l'école. Si déjà je devrais être bloqué par des frais supplémentaires de scolarité et que du coup on me les amoindrit, on me les efface, je recommande à nous et à nos apprenants, nos enfants, disons partout, de vraiment saisir cette opportunité et de travailler dur. Désormais, plus rien à se soucier pour les frais de scolarité. Ces filles prennent l'engagement à bien donner raison au chef de l'État pour avoir pris cette décision. Je promets de travailler pour que le gouvernement soit content de moi, pas seulement moi, mais toutes les jeunes filles vont essayer de travailler pour que le gouvernement soit content de nous et prenne certaines décisions plus favorables à l'éducation des jeunes filles en milieu scolaire. Décision à faire en sorte qu'au moins lors des examens, le taux de réussite au niveau des collèges publics va monter, on sera les premiers. Nous promettons de prendre l'engagement, de bien travailler et surtout d'être en tête, surtout devant les hommes. Du fait que les filles sont privilégiées par cette décision, on promet au gouvernement de bien travailler, de dominer les hommes. Plus de 9 milliards de francs CFA à distribuer à 30 000 filles scolarisées. Il s'agira de transférer la somme de 450 francs à chaque fille du primaire concernée et 600 pour les filles du secondaire par jour sur 3 ans, soit un budget précis d'annuel de 9 milliards 355 550 000 francs, a indiqué Véronique Toyfode, ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Selon elle, l'objectif du gouvernement est de contribuer au maintien des filles dans le système éducatif dans un contexte où certaines filles sont contraintes d'abandonner l'école en raison des situations difficiles. Et voilà, nous restons à Parakou pour parler des préparatifs de fête de fin d'année. La fête de Noël, c'est donc dans quelques jours. Chaque citoyen s'active à passer de bons moments de fête. À Parakou, la cité des Kobourou, tout se passe dans une ambiance de timidité teintée de morosité. C'est le constat fait par Léon Batonwerou et Maké Kakbo. Les habitants de la ville de Parakou vaquent à leurs occupations respectives tout en préparant peu à peu les fêtes de fin d'année. Des citoyens interrogés, c'est généralement les derniers jours que l'on attend pour tout finaliser. C'est vraiment ça.
À la veille, chacun se bat pour que la fête soit belle et que tout soit prêt. Il faut de l'argent pour préparer. Les enfants vont s'habiller, d'autres iront se tresser. Donc, timidement, ça se prépare. Les choses ne sont pas encore telles que nous le souhaitons. On attend le jour J même. Nous Béninois, on attend le jour J même. On ne te prépare pas pour la fête. On attend le jour J même, la veille. Parce qu'il n'a pas les moyens. Pour le moment, le manger, non. Mais il y a déjà les pains qui sont déjà chez la couturière pour les enfants. On s'apprête déjà pour acheter des trucs, les chaussures et autres pour les enfants, les cadeaux, tout et tout. Bon, tout est en cours quand même. Moi, en tant que chrétien, pour moi, bon, la fête ne se prépare pas que les derniers jours. Donc, depuis, nous avons déjà commencé par préparer la fête. Et chez nous, la fête, ce n'est pas que manger, porter de nouvelles tenues, mais aussi c'est fêter avec les autres. C'est fêter avec les autres. Donc, si nous pouvons fêter avec les autres, partager ce qu'on a avec les autres, je pense que c'est ça aussi la fête. J'ai l'habitude de fêter à la maison avec les parents et ils me font du bien parce que c'est la fête des enfants. Ils se gênent un peu pour m'arranger. Tout est déjà prêt. On est venu à la fois pour payer tout. Les différents carrefours de la ville qui, au moment des fêtes, sont aménagés et deviennent des pôles d'attraction recevront-ils l'éclat habituel? Difficile pour l'instant de le savoir parce qu'ils se présentent comme d'ordinaire. Chez les commerçants, les ventes ne reflètent pas qu'il y a de grandes fêtes en vue, même si ce n'est pas toujours le cas chez certains artisans. Je n'ai pas d'influence, vous-même vous le voyez. Je n'ai pas d'influence parce qu'on a la foi qui est à côté, puis tout le monde, c'est d'abord la foi. Peut-être on réserve quelque chose vers l'approche des fêtes, là on va le faire. On dit les points, peut-être on attend la fin du mois aussi. La fin du mois n'est pas encore là. Comme d'habitude, déjà à ce moment, nous avons un peu plus de travail. La demande devient un peu plus forte parce que tout le monde veut se mettre dans la faveur de la fête. Donc on veut porter des nouvelles tenues et être beau le jour de la fête. Donc on peut le dire déjà que la clientèle a augmenté. Sans écarter également l'autre aspect de la chose, la crise économique, où tout le monde crie qu'il n'y a pas d'argent. Mais néanmoins, vous savez, avant de fêter la fête de l'an, on doit d'abord fêter la fête de Noël. Donc chaque parent s'efforce de trouver de nouvelles tenues à son enfant, ne serait-ce que les enfants d'abord. Donc pour ça, on peut dire qu'il y a un peu de clientèle. L'huile était un peu chère ces derniers temps-ci, c'est bon. La tomate aussi, tout est bon, c'est pas trop cher. Parce que la tomate qu'on avait l'habitude de prendre à 500 la boîte, maintenant on prend ça à 200, des fois à 250. L'huile qu'on prenait à 1500 le litre, maintenant on prend ça à 1000 francs. Donc tout a diminué maintenant. On remercie Dieu. Dans les axes principaux de la cité des Kobourou, même les feux tricolores en majorité dans un dysfonctionnement total ne présentent pas la ville dans ces grands jours. Et voilà, de parcours, rendons-nous dans la ville côtière de Grand Popo qui a accueilli un forum pour le renforcement des capacités des députés et le dialogue politique. C'était du 12 au 16 décembre. Une rencontre axée sur l'investissement dans l'agriculture et la sécurité alimentaire pour relever bien sûr le défi fin zéro au Bénin. Voici le compte rendu signé Mathieu Boko. Les parlementaires à Grand Popo pour le renforcement des capacités et le dialogue politique. C'est un atelier qui porte sur le genre et investissement dans l'agriculture et la sécurité alimentaire. L'enjeu, relever le défi fin zéro au Bénin. Le diagnostic global du secteur sur le genre en 2021 fait l'état de la persistance des inégalités selon le genre. En effet, les femmes sont confrontées à des enjeux et défis relatifs à l'accès et au contrôle des ressources, à savoir la terre fertile et sécurisée, le crédit agricole, les intrants agricoles, les technologies, les équipements et infrastructures, l'eau,
l'éducation et la formation, pour ne citer que cela. Nous sommes ici aujourd'hui pour non seulement échanger nos expériences, mais également pour réfléchir au sujet du rôle que les parlementaires peuvent jouer pour garantir un environnement propice dans lequel les femmes et les hommes bénéficient de manière équitable des opportunités et des retombées économiques dans l'agriculture et les systèmes alimentaires d'une manière générale. Ce réseau, en effet, a été lancé lors de la session parlementaire de la CEDEAO tenue à Abuja le 11 décembre 2018 pour renforcer l'action visant à faire progresser l'investissement dans l'agriculture à travers des lois, des politiques et de plans répondant à l'égalité de genre et l'autonomisation de femmes dans les systèmes agroalimentaires en Afrique de l'Ouest. Les dernières données sur le Bénin signalent des progrès, même si entre genres, on note des écarts. De 2016 à 2021, le gouvernement du Bénin a mis plus de 600 milliards dans le secteur agricole et il est projeté donc de 2021 à 2026, donc dans le cadre du PAG2, environ 1017 milliards dans l'ensemble au niveau du secteur. En 2019, un recensement national de l'agriculture a été fait et les résultats sont sortis en 2021. Et globalement, nous avons quelques chiffres en lien également avec le genre, notamment une population agricole qui est autour de 54,8%, 2 382 820 actifs agricoles dénombrés avec 46,9% de femmes, 913 415 exploitations agricoles dont 15,8% sont dirigées par les femmes. Pour construire des systèmes alimentaires inclusifs et équitables, les femmes ne doivent pas être laissées pour compte. Les femmes jouent un rôle essentiel dans la production agricole des pays en développement. Elles représentent près de la moitié de la main-d'œuvre agricole dans de nombreux pays en Afrique. C'est pourquoi l'investissement dans l'agriculture et la sécurité alimentaire sur le genre est indispensable. En septembre 2021, les Nations Unies ont organisé un sommet mondial sur les systèmes alimentaires. L'objet du sommet était de revoir la manière de produire et de consommer la nourriture pour accélérer la lutte contre la faim. À la suite du sommet, il a été créé une coalition appelée « Rendre les systèmes alimentaires efficaces pour les femmes et les filles ». Au moment où le Bénin réfléchit à la transformation de ces systèmes alimentaires pour les rendre plus efficaces, inclusifs, résilients et durables, il peut, et je crois qu'il doit privilégier des stratégies gagnantes dans la réduction des disparités de genre. En ouvrant ce cadre d'échange, nous voulons apporter une contribution tangible, celle de veiller à développer des systèmes agroalimentaires efficients, inclusif, résilient et durable à travers les lois, politiques et plans d'investissement du secteur. Le présent forum, composé de 2 ateliers de 2 jours chacun, permettra de renforcer les capacités des parlementaires du Bénin pour un environnement favorable à la sécurité alimentaire et à la nutrition, y compris le droit à une alimentation adéquate en alignement avec les priorités nationales données à l'agriculture par le président de la République, le président Patrice Talon. Le gouvernement béninois, avec le soutien de la FAO, s'engage à soutenir l'intégration du genre dans tous les aspects du secteur agroalimentaire du Bénin. Nous abordons une autre page dans cette édition afin de garantir un mieux-être à tous, notamment aux employés du secteur privé. Le gouvernement a opté pour une augmentation du SMIC à hauteur de 30%, avec pour exigence aux employeurs l'octroi d'une assurance maladie à leurs employés. Janvier 2023, c'est le délai retenu pour l'entrée en vigueur de ces mesures. Les employeurs du privé, notamment ceux qui embauchent du personnel de maison, pourront-ils se conformer à cette exigence? Les réalités socio-économiques de notre pays s'y prêtent-elles? Autant de questions que se sont posées Ruth Runjo, Célia Padonou et Esther Sarossi. Les employeurs qui doivent mettre à exécution cette décision-là, est-ce qu'ils sont véritablement prêts à faire ce plaisir, à faire cet honneur-là au gouvernement
et à rendre heureux ce personnel. La question reste posée depuis l'annonce du passage du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG de 40 000 francs à 52 000 francs CFA et l'obligation de payer une assurance maladie à le personnel. Bien que salutaire et d'ordre social, certains employeurs, notamment ceux qui embauchent des chauffeurs, jardiniers et domestiques, se voient dos contre le mur. La plupart de ceux rencontrés n'ont pas voulu se faire filmer. Mais en offre, nous ont confié ne pouvoir payer 52 000 francs, plus des frais de prise en charge sanitaire à le personnel de maison. Ceci au regard de ce qu'ils apportent déjà à ces derniers en termes d'hébergement, de prise en charge sociale, jusqu'à la mise en apprentissage de certains d'entre eux. Pour le socio-anthropologue Claude Azalou-Tingbe et Denis Bouchekbe, commissaire divisionnaire de police à la retraite, le respect de cette mesure ne pourra pas être effectif de sitôt. Je pense qu'il sera difficile d'abord pour l'employeur de manière spontanée de le faire parce que la plupart de nos concitoyens ils cherchent à avoir un gain. Deuxièmement, il sera beaucoup plus difficile également à l'employé qui se fait embaucher de cette manière de déclarer ou de dénoncer, je vais dire, parce qu'il y a souvent quelqu'un qui est dans une situation pire qui risque de vous piquer votre place dès que vous essayez en fait de vous conformer par rapport à cette nouvelle réglementation. La conséquence c'est que, de mon point de vue, je peux me tromper, beaucoup risquent de perdre leur emploi. Parce que ne pouvant pas être payés au taux recommandé par l'État, c'est-à-dire c'est à pile ou à face. Ou vous restez chez moi pour être payé à tel montant et on fait route ensemble, ou bien vous n'êtes pas d'accord, vous ne pouvez pas accepter les conditions dans lesquelles je vous mets, vous partez. Donc, dans cette situation-là, l'employé est obligé de faire le jeu, de rester, parce que pour lui, c'est tout simplement une question de survie. Tout simplement une question de survie. Le relèvement du SMIG et l'assurance santé viennent bousculer les habitudes sociologiques et sécuriser davantage ceux-là qui ont longtemps été employés au noir. C'est ce que pense Albin Feliho, président de la Confédération nationale des employeurs du Bénin. On est dans un environnement, ne l'oubliez jamais, et que vous-même qui m'interviewez, vous avez à la maison une nièce, un parent, et qui, dans les habitudes comportementales usuelles de nos pratiques et de nos traditions, c'est la prise en charge de ces personnes-là à qui on paye une scolarité, on paye un apprentissage et qui vous aident à la maison à s'occuper des enfants en bas âge. N'eût été la pratique de faire venir ces personnes-là du village et de leur donner une formation en retour de quoi elles vous apportent une aide substantielle, c'est aussi du social qui ne dit pas son nom. Maintenant, c'est vrai qu'on a légiféré et il est important que lorsqu'on a légiféré, que l'on respecte cette loi. Mais dans la pratique, je veux bien voir comment quelqu'un qui fait venir son neveu, sa nièce, et pour qui il paye une formation, un apprentissage, puisse en ce moment-là, en plus de tout ça, payer un salaire au SMIC et les soins. Je crains que le contre-coup ne soit que l'on laisse ces personnes à leur sort, ou alors, si on a la possibilité d'en prendre 2 ou 3, on n'en prendrait qu'un seul. Selon Albin Feliho, la situation du personnel de maison est bien délicate. Il estime qu'une catégorisation s'impose afin de mieux cerner les contours de sa mise en œuvre. Il y a quelque chose qu'il faut analyser et regarder de près. Si on s'en tient aux entreprises, c'est compréhensible. On demande à l'entreprise une augmentation de salaire. Mais quand on prend les nombreux chefs d'entreprise, entre guillemets, dès lors que vous avez un domestique de maison, qu'il s'agisse de la nounou, de celle qui vient vous assister depuis le village, même des métiers comme
les métiers de jardinier ou autres, etc. Le propriétaire de maison qui n'avait pas cette habitude tant de déclarer que de payer au SMIC son personnel, il va se retrouver aujourd'hui contraint. Et là, effectivement, ça ne va pas être aisé de demander à quelqu'un comme ça, en plus de l'augmentation du salaire, en plus de la prise en charge des frais, des soins sanitaires, puisque ça aussi, ça avoisine entre 4 000 et 6 000 francs, ça ne va pas être aisé. Mais, encore une fois, notre rôle, c'est d'inciter les gens à aller dans le sens de la décision qui a été prise d'un commun accord au cours du dialogue tripartite gouvernement, syndicat, patronat. Mais en attendant cette catégorisation, la question du suivi demeure majeure pour faire jouir aux bénéficiaires ces mesures sociales. L'État qui a pris cette décision, je ne sais pas s'il a les moyens de coercition, les moyens de contrôle pour pouvoir s'assurer que la décision que j'ai prise, c'est une décision qui va véritablement au profit de ces employés-là. Qu'on fasse l'effort pour les répertorier. C'est-à-dire qu'on ne doit plus recruter un chauffeur comme on le faisait. C'est un ami qui apporte son frère, c'est un cousin qui... Non. Il faudrait qu'on ait une base de données pour retrouver ce personnel-là. Et lorsque ces éléments sont recrutés, il faudrait qu'ils soient officiellement déclarés. De ce point de vue, l'État peut avoir une vue globale sur ce personnel et pourra faire pression sur les employeurs. Il faudrait, avec une méthodologie adéquate, faire des descentes pour pouvoir vérifier, afin déjà de toucher, de sensibiliser, de réparer cette erreur au niveau de certains ménages. Moi, je vais leur demander tout simplement de savoir signer leur contrat. Lorsqu'ils travaillent, ils n'ont qu'à, se perfectionner. Il faut qu'ils évitent les négociations de l'ombre. Avant le 1er janvier 2023, des sensibilisations se tiennent pour vulgariser ces mesures prises par le gouvernement, les partenaires sociaux et les membres du patronat béninois le 6 décembre 2022. Et c'est avec cet élément que nous allons mettre un thème à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. N'oubliez pas de nous retrouver sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet www.etelebene.com, notre page Facebook Télé en direct, notre compte Twitter ETélé Live, notre chaîne YouTube ETélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android ETélé Bénin. ETélé avec vous, pour vous.